Jeudi 2 octobre, vous êtes bien sur Radio Mali, il est 13h à Bamako, la même heure à Badogo, cercle de Yamfolila, dans la région de Bougouni. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Au microphone, Brahma Traoré et Fatou Djabi, voici les titres. Les jeunes du Mali laissent leur empreinte sur le développement communautaire à travers la réalisation d'infrastructures. Ils bouclent 8 jours de vacances citoyennes sur un constat unanime. Le pari est gagné. Comment promouvoir l'alphabétisation sans financement conséquent, s'interrogent les acteurs du domaine qui plaident pour plus d'actions concrètes pour relever les défis. Au Maroc, les manifestations du mouvement Génération Z font leurs premières victimes. 2 personnes ont été tuées hier par balle dans l'attaque d'une gendarmerie. La tension ne retombe pas également à Madagascar. Les syndicats des travailleurs entrent dans la danse et réclament le départ du président André Rajoelina. Nouvelle journée de mobilisation en France. À l'appel de l'intersyndical, les manifestants dénoncent l'austérité budgétaire et demandent plus de justice fiscale. Bamako déroule le tapis rouge aux délégations africaines qui participent au tournoi UEFA de football de moins de 17 ans qui débute demain vendredi. Il y a la porte d'entrée et de sortie des cours et tribunaux. Le greffier est dans le visa de la colonie judiciaire de ce jeudi. On en parle à la fin d'édition avec Garibou Pérou. C'est tout pour les titres. 300 jeunes du Mali et des autres de l'AES ont fait œuvre utile à Dioïla, Fana et Kati. Dans ces localités, ils ont procédé au curage des caniveaux ainsi qu'à la construction des infrastructures sportives et scolaires. Et pendant 8 jours, les participants se sont également familiarisés avec les valeurs telles que le patriotisme et la citoyenneté. Toutes ces activités entrent dans le cadre des vacances citoyennes qui viennent de s'achever. Retour sur la cérémonie de clôture avec Ibrahim Konaté. Curage des caniveaux, construction du terrain de basketball et maisons de jeunes, ainsi que des conférences-débats, voilà autant d'activités qui ont marqué les vacances citoyennes édition 2025. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Voir tous ces jeunes-là qui viennent de toutes les régions du Mali se donner la main, aller à Fana, construire des terrains de basketball, rénover des places, faire du reboisement. Et à Dioïla également exactement la même chose. Et venir ici à Kati, même à l'improviste, pour pouvoir aider pour la pause, c'est de dire que ce sont ces actes citoyens dont on a besoin. Aujourd'hui, chacun doit, à son niveau, poser les actes pour pouvoir développer sa communauté, aider à bâtir sa nation. Le choix porté sur Kati pour abriter la fin des vacances citoyennes édition 2025 a tout son sens. C'est vraiment un engagement citoyen. Déjà au niveau des vacanciers, pour moi l'occasion de les remercier, de les féliciter pour tout le travail qu'ils ont eu à faire à Fana et à Dioïla, mais également de remercier la communauté de Kati et les jeunes de Kati, de les avoir reçus aujourd'hui pour faire ce premier lancement par rapport à la clôture de l'école du premier cycle de Kati Farako. 3 participants se sont fait distinguer par leur courage et engagement sur le terrain. Suleiman Ag Mohamed, participant de Menaka. Moi, je pense que ce qui m'a permis de réussir ce prix, en fait, c'est pas moi-même, c'est un engagement commun, collectif. C'est grâce surtout à l'ensemble de ces 300 campeurs en réalité. Et cette distinction, je la dédie à tout le monde, à tous les campeurs. Vincent Kaboré, participant Burkina Faso. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Vraiment, on a apprécié l'initiative du ministre. On aimerait aussi que cette activité qui a fait au Mali, on fait ça au Burkina ainsi qu'au Niger. Et ça nous permet de tisser des relations entre jeunes, entre nous. C'est très important. Pendant 8 jours, plus de 300 jeunes venant de toutes les régions et de l'espace AES ont participé aux travaux d'intérêt communautaire dans la région de Dioïla. De Dioïla, nous revenons à Banankoro, dans la commune rurale de Sanankoroba, région de Koulikoro. La localité vient d'abriter la clôture des activités de la Journée internationale de l'alphabétisation. La journée a été célébrée cette année au Mali autour du thème « L'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable ». Oui, à l'issue des activités, les acteurs de l'école et les autorités locales ont plaidé pour plus de financement et la promotion de la politique éducative dans le domaine de l'alphabétisation. Fadeba Keïta y était pour Mali Actualité.
L'alphabétisation numérique favorise la réussite scolaire, l'accès à l'emploi et à l'ouverture. Et chez les adultes, elle réduit considérablement l'exclusion sociale et facilite l'accès aux services administratifs. Cependant, une conjugaison d'efforts s'impose pour relever les nombreux défis, dont celui du financement. Amadou Bamadjo, directeur de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. L'Académie d'enseignement de Kalabankoro avait au total 35 centres alpha, soit 15 au Cap de Kalabankoro, 5 au Cap de Sirakoro-Meguetana et 15 au Cap de Ouenzendougou pendant la campagne 2023-2024. Dans ces centres, nous avions 512 auditeurs, dont 452 femmes et 60 hommes pour 35 animateurs. Courant la campagne 2024-2025, tous ces centres n'ont pas fonctionné faute de financement. Mamadou Jean Traoré, maire de la commune rurale de Sanankoroba. Quand les gens sont alphabétisés, la compréhension devient facile, la sensibilisation devient facile pour nous, les autorités. Nous avons un centre de formation que j'aimerais que le ministre s'implique beaucoup pour qu'on puisse vraiment avoir, ce ne reste que les papiers administratifs avant l'arrivée de nos partenaires qui nous ont offert ce centre-là. Même si beaucoup reste à faire, l'État déploie d'énormes efforts pour la promotion de l'alphabétisation de nos langues nationales. Madame Sila Fatmata Sissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. On ne peut pas parler d'alphabétisation sans l'implication des collectivités. On ne peut pas parler d'alphabétisation sans l'adhésion des communes rurales qui ont le plus fort taux dans l'alphabétisme. On est face à un problème récurrent de financement, surtout qu'on a la rareté des partenaires qui s'intéressent à ce sous-secteur. Mahamadou Soumana Sissé, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Les activités qui ont eu lieu à l'occasion de cette journée ont permis de sensibiliser, former, partager des expériences et renforcer notre engagement collectif. Les résultats obtenus et les recommandations formulées au cours des différentes activités menées constituent des orientations précieuses pour la mise en œuvre des politiques et programmes inclusifs. Le maire, qui a reçu un tiwara pour les nombreuses réalisations et développements pour la promotion de l'alphabétisation, lance un plaidoyer pour un financement conséquent indispensable au fonctionnement efficient des centres d'alphabétisation. 13h07 à Bamako, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale, la Côte d'Ivoire, où le prix bord champ du cacao a été revu à la hausse pour la campagne 2025-2026. Il est fixé à 2800 francs CFA le kilogramme. L'annonce a été faite hier par le président ivoirien Alassane Ouattara. Quant au prix du café, il est fixé à 1700 francs CFA le kilogramme. Une annonce qui tombe à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre. C'est également un coup de pouce bienvenu pour l'opposition au Cameroun. Les candidats à l'élection présidentielle ont commencé à recevoir lundi la première tranche du financement public de leur campagne. Chacun des postulants bénéficie de 15 millions de francs CFA. Une deuxième tranche pouvant atteindre 15 millions supplémentaires sera versée après le scrutin du 12 octobre, à condition que les candidats recueillent au moins 5% des suffrages. Beaucoup de candidats dénoncent la modicité de l'enveloppe allouée et le manque de transparence qui entoure le financement des campagnes. Les campagnes ne sont pas encore ouvertes en Centrafrique, mais le président Faustin Archange Touadéra dépose ce jeudi son dossier de candidature pour un nouveau mandat. Lundi, il a signé le décret de convocation des électeurs pour un quadruple scrutin du 28 décembre 2025, à savoir l'élection présidentielle, les législatives, les régionales et les municipales. Malgré les appels de l'opposition à suspendre tout préparatif le temps d'un dialogue politique, le président Touadéra a décidé de suivre le calendrier fixé par l'autorité nationale des élections. Le bloc républicain pour la défense de la Constitution, une plateforme d'opposition, décide de boycotter ces scrutins. Si les Centrafricains votent le 28 décembre prochain, les Djiboutiens, eux, se rendent aux urnes en avril 2026 pour l'élection présidentielle. À quelques mois de l'échéance, Alexis Mohamed, un conseiller du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, claque la porte dans plusieurs vidéos et déclarations publiées sur les réseaux sociaux. Il accuse le pouvoir de vouloir modifier la Constitution pour permettre une 6e candidature du président sortant au pouvoir depuis 19
1999. La question majeure à Djibouti, c'est le départ du président de la République et également l'ouverture d'une transition en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs, indique le conseiller démissionnaire. Les autorités de leur côté rejettent catégoriquement ces accusations. Pas d'élection présidentielle en perspective au Nigeria, mais le Front social se calme. L'association des cadres du pétrole et du gaz naturel a suspendu hier sa grève après avoir obtenu des garanties sur la réintégration de 800 travailleurs licenciés de la méga raffinerie du milliardaire Aliko Dangote à Lagos. La mobilisation avait débuté lundi pour dénoncer le licenciement des salariés affiliés au syndicat et leur remplacement par des travailleurs étrangers, notamment indiens. C'est une affaire qui touche au cœur de l'économie et de la sécurité du Nigeria, selon le ministre du Travail, qui a mené les négociations entre le syndicat et le groupe Dangote. Pas d'accalmie au Maroc, bien au contraire. 2 manifestants ont été tués hier par balle dans l'attaque d'une gendarmerie dans la ville de Leklia. Selon les autorités locales, les forces de l'ordre ont ouvert le feu en état de légitime défense pour repousser l'assaut. La Gen Z, autrement dit Génération Z 212, qui mène la contestation depuis plusieurs jours, avait appelé à manifester. Le peuple veut en finir avec la corruption. Scandaient les manifestants. Oui, les manifestants donnent également de la voix à Madagascar. Les syndicats des travailleurs accentuent la pression sur le président André Rajoelina. Une semaine après le début du mouvement de contestation inédit qui secoue la grande île, la plateforme syndicale du pays a appelé hier à une grève générale. Comme le collectif Gen Z, elle demande aussi la démission du chef de l'État. D'autres revendications de la plateforme concernent l'augmentation des salaires des fonctionnaires gelés depuis 2022, le respect de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. La plateforme syndicale veut encourager les fonctionnaires à manifester quotidiennement jusqu'au départ du chef de l'État et espère contribuer à la résolution de la crise dans le cadre d'une grande concertation. En attendant une lueur d'espoir dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola montre des signes encourageants de déclin. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui annonce que la transmission est désormais plus localisée. Depuis la semaine dernière, 7 nouveaux cas ont été identifiés, portant le total à 64 avec 42 décès enregistrés. La riposte se poursuit avec un renforcement de la surveillance et l'augmentation de la capacité des centres de traitement. En parallèle, plus de 4000 personnes ont été vaccinées, incluant notamment les professionnels de santé et les contacts des patients. De la santé en RDC à la justice en France pour parler de l'arrestation de la fille cadette de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali à la demande des autorités tunisiennes selon une source judiciaire. Alima Ben Ali a été présentée hier au parquet général pour notification de la demande d'arrestation provisoire émise par les autorités tunisiennes. Une audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel aura lieu ultérieurement, précise la même source. Ma cliente est victime d'une chasse à la femme déclenchée par la Tunisie, d'un acharnement sans précédent, a dénoncé l'avocat de Alima Ben Ali qui vit et travaille à Dubaï. Nous restons à l'Hexagone où une nouvelle journée de mobilisation se tient ce jeudi à l'appel de l'intersyndicale. Elle vise à s'opposer à l'austérité budgétaire et à demander plus de justice fiscale. Les syndicats veulent maintenir la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu qui n'a toujours pas de gouvernement et cherche un compromis pour faire adopter son budget. Les autorités s'attendent à une participation en baisse de 30% par rapport à la journée de mobilisation du 18 septembre dernier. Elle avait rassemblé plus de 500 000 personnes selon la police, 1 million selon la CGT. Au même moment, se poursuit à Copenhague le sommet de l'Union européenne. La veille, les 27 se sont penchés sur la défense de l'Union après les incursions d'aéronefs dans les ciels de l'Europe centrale et orientale. Ils sont rejoints ce jeudi par les 20 autres pays membres de la communauté politique européenne pour leur 7e sommet, notamment la Suisse, la Géorgie, le Royaume-Uni ou encore la Turquie. Au milieu de la rencontre, les avancées réelles en matière de défense. Défense, on en parle encore. Au Liban, 2 personnes ont été tuées ce jeudi dans une frappe israélienne au sud du pays, selon le ministère de la Santé libanais. Les Nations Unies ont annoncé un jour plus tôt avoir pu confirmer la mort de 103 civils au Liban depuis l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hezbollah en novembre 2024 et appelé à un arrêt immédiat des hostilités.
13 heures passées de 15 minutes, retour au Mali, direction Office du Niger qui se dote des nouveaux outils de gestion de l'eau appelés IPON. Entendez par là irrigation performante à l'Office du Niger. L'initiative est portée par l'Institut international de gestion de l'eau et ses partenaires dont la FAO. Oui, le nouvel outil de gestion de l'eau à l'Office du Niger a fait l'objet d'un atelier de 2 jours à Ségou. Objectif, permettre aux acteurs concernés de se familiariser avec les 10 outils. Une correspondance de Honoré Tienou. C'est une base de données en libre accès presque en temps réel et qui utilise des informations satellitaires permettant de surveiller la productivité de l'eau IPON. Ce outil co-développé par la FAO et l'Office du Niger vient d'être mis à la disposition du géant agricole Office du Niger. Le présent atelier qui a duré 2 jours a permis au personnel de l'Office du Niger de se familiariser avec l'outil IPON pour une meilleure gestion de l'eau d'irrigation. Virginie Gillette, représentante du chargé de programme de la FAO au Mali. L'outil IPON, fruit de plusieurs années de concertation, d'échanges et de formation, est bien plus qu'un simple logiciel. Il incarne notre volonté commune de renforcer la gestion durable de l'eau agricole, d'optimiser les performances de l'irrigation et de soutenir la prise de décision basée sur des données fiables et accessibles à tous. Des séances pratiques et des démonstrations sont le temps fort de cet atelier, une activité dédiée au diagnostic des performances d'irrigation de l'Office du Niger. Badara Aliou Traoré, président directeur général de l'Office du Niger. Une équipe technique de l'Office du Niger a été désignée pour œuvrer avec l'équipe de UMMI dans la phase de développement par le biais d'échanges et de données de rayons virtuels. La version bêta de l'outil issue de ces échanges a fait l'objet d'évaluation avec une équipe pluridisciplinaire de l'Office du Niger lors d'un atelier. Dr Sander Swart est représentant de l'Institut international de gestion de l'eau IMI. En tant qu'institut de recherche pour le développement, IMI est fier d'accompagner l'Office du Niger dans sa mission stratégique qui est essentielle pour l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali. Nous voyons dans cette réussite commune une base solide pour aller encore plus loin ensemble. Sigou Honoré Tienou Bassi Traoré pour l'ORTM. Oui, l'Office du Niger cherche à rationaliser la gestion de l'eau au moment où les directions régionales de l'agriculture et de la protection des végétaux évaluent la situation phytosanitaire des cultures à Badiangara. Une mission conjointe s'est rendue dans des champs pour constater l'évolution de la campagne et échanger avec les producteurs sur leurs préoccupations, parmi lesquelles la présence des oiseaux granivores et l'insécurité. Sur les pas des visiteurs, notre correspondant dans la région, Agibou Koulibaly. Cette visite de terrain a permis de constater de visu la situation phytosanitaire des cultures à Badiangara. Dans les localités visitées, les producteurs cultivent principalement le mil, le zaïl de Guinée, le niébé ainsi que l'échalote. Sur le terrain, les producteurs Brima Sagara du village de Kouroutangui dans la commune rurale de Dourou et Daouda Guindo dans la commune urbaine de Badiangara ont partagé leur expérience de la campagne en cours et évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Brima Sagara, producteur à Kouroutangui. Au début, il avait rencontré vraiment des difficultés de sécheresse un peu. Mais après, il y a eu suffisamment de pluie et entre-temps, il y a certains champs qui ont été un peu inondés. Daouda Guindo, producteur à Badiangara. Dans l'ensemble, l'évolution des cultures, c'est bon. Et toutefois, si l'hivernage termine comme ça, s'il n'y a pas d'autres incidents, on a une bonne récolte. Les responsables du secteur agricole ont rappelé au cours de cette visite de supervision l'importance de la sensibilisation et de l'appui technique aux paysans avant de tirer les enseignements de la mission. Boubacar Conté, directeur régional de la protection des végétaux à Badiangara. La situation phytosanitaire, je peux dire que dans l'ensemble c'est calme, mais cependant il faut signaler qu'il y a eu des cas d'attaque des oiseaux granivores par-ci et par-là, dont les dernières dates la commune de Baye et de Koulogohabé. Ainsi que aussi il y a certains producteurs aussi qui avaient signalé des cas d'attaque des chenilles, dont qui sont plus ou moins importants. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture à Badiangara. L'espoir est déjà permis puisque nous avons vu les plantes qui déjà sont en épiaison début maturité puisque sous peu, le maïs, l'arachide, le niébé sont déjà en début maturité, voire maturité. Et quant aux autres céréales, le mil, le sorgho,
ils sont au stade laiteux. Donc c'est pour vous dire que la campagne se déroule normalement dans la région de Banyangara. À travers cette mission, la Direction régionale de l'agriculture et celle de la protection des végétaux de Banyangara entendent renforcer leur dispositif de suivi et d'appui aux paysans afin d'assurer une meilleure sécurisation des récoltes dans un contexte de défis climatiques et phytosanitaires. Banyangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTM. 13h passées de 19 minutes dans l'actu des sports. Le tournoi UFOA A de football des moins de 17 ans débute demain vendredi à Bamako. Plusieurs délégations sont déjà arrivées dans la capitale malienne. Oui, Fatou Djabi, sur le vieux continent, deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Europe. 9 rencontres ont été jouées. Les détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. Football, le tournoi UFOA A des moins de 17 ans Bamako 2025. Plusieurs délégations sont dans la capitale malienne. Le tournoi UFOA A des moins de 17 ans Bamako 2025, c'est du 3 au 18 octobre prochain. Déjà, plusieurs délégations sont à Bamako. Après la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Libéria, les sélections guinéennes et sénégalaises ont signalé leur arrivée ce mercredi à Bamako. Pour la compétition, des poules sont constituées. Le Mali, pays hôte de la compétition, évoluera dans le groupe A en compagnie du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. La poule B est composée du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée. La compétition se déroulera du 3 au 18 octobre prochain. 3 stades ont été retenus pour accueillir les rencontres. Il s'agit du stade Mamadou Konaté et le stade Wenzin Koulibaly, tous deux dans la capitale, et le stade Mamadou Diarra H du Koulikoro. Toujours football de jeunes, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la phase finale de la CAN des moins de 17 ans au tournoi UFOA B. La Côte d'Ivoire a validé son ticket pour la CAN U17 2026 au terme de la première demi-finale des préliminaires de la zone USB de l'UFOA en battant le Burkina Faso par le score de 2-1. La Côte d'Ivoire passe pour la CAN prévue pour l'année prochaine. Les Burkinabés auront à cœur de se consoler avec la médaille de bronze face au Nigeria qui a perdu 0-2 contre le Ghana. En Europe, la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions était à l'honneur. 9 rencontres étaient au programme. Le Karabakh d'Azerbaïdjan a dominé le FC Copenhague 2-0. L'Union Saint-Géloise a perdu devant Newcastle par le score de 0 contre 4. L'Atlético Madrid gagne 5-1 face à Eintracht Francfort. Le FC Barcelone a perdu 1-2 devant le PSG. L'AS Monaco et Manchester City ont fait match nul, 2 partout. Borussia Dortmund gagne 4-1 face à Atlético Bilbao. Villarreal et Juventus se sont séparés sur le score de 2 partout. Arsenal l'emporte 2-1 face à Olympiakos. Et enfin, le Bayer Leverkusen et PSV Eindhoven ont fait match nul, 1 partout. Chronique judiciaire. Il est la porte d'entrée et de sortie des cours et tribunaux. Le greffier dont il est question est la cheville ouvrière des juridictions. Il traite et archive tous les documents relevant de la compétence du tribunal. Malgré son rôle important dans le dispositif, le greffier est peu connu du grand public. Allons à sa découverte dans la chronique judiciaire en rediffusion signée Garibou Pérou. Préposé au service de greffe, le greffier est un officier public. Au four et au moulin, les greffiers jouent un rôle capital dans la chaîne de distribution de la justice. Endoxe ou paradoxe, cet officier en robe noire sans épitoge est jusqu'ici mal connu, bien qu'il soit la cheville ouvrière du tribunal. Maître Adia Djoumassi, greffier à la Cour suprême. Le greffe est un service comme le siège du tribunal, comme le parquet du tribunal. Le greffe est chargé non seulement d'être la mémoire de la juridiction, en ce que tous les actes qui sont passés au niveau d'une juridiction sont conservés au niveau du greffe. C'est le greffier qui est chargé d'authentifier les actes du juge, de certifier tous les documents administratifs. C'est le greffier qui anime le service du greffe. Donc son nom découle du nom de son service. Regarder, observer, écouter, noter sans prendre part à l'audience, c'est le travail du greffier. Sa profession va au-delà de la salle d'audience. Le greffier prépare les audiences, il gère les courriers, oriente les justiciables et Maître Djoumassi en sait beaucoup.
Le greffier ne peut pas rendre la justice, ce n'est pas son rôle. Rendre la justice, c'est le rôle du magistrat. À chaque fois qu'il y a des besoins, on fait recours à ces écritures pour même être remonté à un échelon supérieur. Quand le dossier est frappé d'appel, le dossier ne peut pas aller à la cour d'appel sans le relever de notes d'audience. Il y a des actes dans lesquels, si le greffier ne participe pas, sont nuls et de nul effet. Malgré qu'il n'est pas chargé de rendre la justice, mais il fait partie de la composition régulière du tribunal. La présence du greffier est obligatoire à l'audience, de même que sa signature sur les décisions juridictionnelles. Les actes rédigés en l'absence du greffier peuvent être frappés de nullité. Si on caricature, on peut dire que le greffier est la porte d'entrée et de sortie du tribunal. Mais malheureusement, il est très peu connu par le public. On n'arrive pas à faire la différence entre le greffier et le juge. La nuance est au niveau de la chose. Vous voyez une bande à l'épaule gauche de la tenue d'audience, là. Ça, c'est réservé au magistrat et à l'avocat. Mais le greffier, ça ne doit pas exister dans la description de la robe d'audience du greffier, de la robe d'audience de l'huissier. Ce l'huissier et le greffier qui partagent la même description de la tenue d'audience. Et le magistrat et l'avocat partagent la même description de la tenue de l'audience. La composition du tribunal, le président du tribunal, le procureur, le greffier. Si l'un de ces trois manque, on ne peut pas parler d'audience a fortiori de jugement. On est obligé de renvoyer cette audience-là pour composition irrégulière. Technicien de la procédure judiciaire, le greffier est le bras droit du juge. Il est l'interlocuteur principal des justiciables et persuadé à cet effet que le greffier est et demeure la porte d'entrée et de sortie des cours et tribunaux. 13 heures passées de 26 minutes sur ce. Prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous juste après la lecture des avis et communiqués avec Kani Keita pour vous dire que c'est la fin de la présente édition mise en onde par Alimata Ouattara. Sekou Traoré assure la mise en ligne. Au micro, vous avez Bourama Traoré et Fatou Djabi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.